Palimpseste. Ma tante habite Paris depuis l'âge de 20 ans et elle prétend, avec une obstination qui m'a toujours touchée, qu'on ne visite pas cette ville. On s'y perd, on s'y retrouve, on y revient. La nuance, dit-elle, est tout. Le touriste parcourt des monuments. Le Parisien, lui, habite des souvenirs. C'est dans cet esprit qu'elle me propose, ce matin de septembre, une promenade qu'elle qualifie de sentimentale. Nous descendons du Marais par les vieilles ruelles, traversons le pont Louis-Philippe et débouchons sur l'île de la Cité, là où la cathédrale se dresse à nouveau, intacte ou presque, au-dessus de la Seine. Notre-Dame est revenue. Voilà ce qu'il faut dire d'abord, parce que c'est encore 1 an et demi après sa réouverture en décembre 2024, ce qui frappe ma tante chaque fois qu'elle passe devant. Je m'attends toujours à la voir blessée, m'avoue-t-elle, et chaque fois, je la retrouve entière. C'est presque déroutant. L'incendie d'avril 2019 a ravagé sa toiture et emporté sa flèche en une seule nuit, sous les yeux d'une foule muette massée sur les quais. Ma tante en parle avec cette retenue propre aux Parisiens d'une certaine génération, qui ont appris à ne pas gémir en public sur ce qu'ils ont perdu. J'ai vu brûler Notre-Dame comme on voit mourir un proche, m'avait-elle dit un jour. On reste, on regarde, on ne peut rien faire. Mais ce qu'elle ne dit pas assez, et ce que la cathédrale rappelle aujourd'hui à quiconque lève les yeux vers sa flèche reconstruite, c'est que Paris n'a pas regardé mourir Notre-Dame. Paris l'a sauvée. 5 années durant, des centaines d'artisans, compagnons charpentiers, tailleurs de pierre, vitraillistes, doreurs, ont œuvré dans une discrétion presque monastique, renouant avec des gestes vieux de 8 siècles, taillant le chêne et la pierre comme on le faisait sous Saint-Louis. La cathédrale remonte à 1163. Chaque génération depuis a prêté son épaule à sa conservation. La nôtre, contre toute attente, n'aura pas dérogé à la règle. C'est, m'explique ma tante, l'une des leçons discrètes de Paris. Rien n'y est jamais achevé. Tout y est transmis. Nous longeons les quais en direction de Saint-Michel. Les bouquinistes ouvrent leurs boîtes vertes, invention parisienne unique au monde, et les antiquaires des rues adjacentes disposent dans leurs vitrines des trésors que personne, ou presque, ne viendra acheter. Tant pis, ces commerces persistent, m'a-t-on dit, parce qu'ils font partie du décor, et que Paris, dans sa coquetterie, tient à son décor autant qu'à ses monuments. Ma tante s'arrête chez un vieux brocanteur qu'elle connaît depuis 30 ans. Ils échangent quelques mots sur le quartier, sur la disparition d'un café que tous deux regrettent, sur la cathédrale aussi, sujet inépuisable. Puis elle achète pour quelques euros une édition usée de Notre-Dame de Paris et me la tend. Tu liras, c'est temps que tu le connaisses vraiment. Plus tard, à la terrasse d'un café près de la place Maubert, elle me raconte le roman dans ses grandes lignes. Quasimodo, sonneur, difforme et sourd, réfugié dans les tours de la cathédrale dont il connaît chaque recoin comme on connaît un visage aimé. Esmeralda, la jeune bohémienne,
dansant sur le parvis avec sa chèvre savante. Frollo, archidiacre rongé d'un désir qu'il refuse de nommer. Et derrière chaque scène, la foule parisienne, ce monstre collectif dont Hugo fit un véritable personnage, capable de rire, de lyncher et parfois de pleurer. Hugo n'écrivait pas pour consoler, murmure ma tante en remuant son café. Il écrivait pour que l'on comprenne. C'est différent. Le roman s'achève par la mise au tombeau de Quasimodo, enlaçant dans la fosse commune le squelette de celle qu'il aimait. Ma tante récite, sans forcer la voix, la phrase qui clôt le livre. Quand on voulut le détacher du squelette qui l'embrassait, il tomba en poussière. Elle sourit tristement. Voilà ce que Paris fait parfois aux amoureux. Le serveur apporte l'addition. Je règle avec ma carte bancaire, ce qui m'arrache à ma tante un soupir sur la disparition de la monnaie, rituel désormais immuable entre nous. Nous rentrons par un détour. Ma tante insiste pour me montrer les arènes de Lutèce, enfouies dans le 5e arrondissement, vestige d'une Lutèce gallo-romaine que l'on oublie trop souvent. Là, dans la lumière dorée d'une fin d'après-midi, des enfants jouent au ballon sur des gradins vieux de 2000 ans. Le contraste est vertigineux et ma tante, qui aime les vertiges, sourit. Voilà Paris, dit-elle, un palimpseste. Chaque époque écrit par-dessus la précédente, sans jamais tout à fait effacer ce qui était là avant. Le retour se fait en métro, à l'heure de pointe. La rame est bondée, bruyante, étouffante. Ma tante supporte cela avec la philosophie des Parisiens aguerris. On endure, on descend, on oublie. Quand nous remontons à la surface, la nuit est tombée et la flèche restaurée brille sous les projecteurs, droite, dorée, intégrée déjà au ciel de la ville, comme si elle n'en avait jamais été absente. Ma tante glisse son bras sous le mien. Elle est revenue, dit-elle simplement. Et dans sa voix, je reconnais cet accent propre aux Parisiens qui ont vu brûler leur cathédrale, qui l'ont vu renaître, et qui savent désormais que rien n'est acquis, mais que beaucoup, encore, peut se réparer. Je comprends alors ce qu'elle a voulu me dire toute la journée. Paris n'est pas une collection de monuments. C'est une mémoire vivante que chaque génération porte un peu, rénove un peu, transmet un peu. Et lorsqu'on a la chance d'y flâner aux côtés de quelqu'un qui l'aime vraiment, on n'apprend pas une ville, on apprend une manière d'être au monde.